Bienvenue sur la TFM, bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Ruud Brody. Le Brody, vous le savez, c'est le conseiller juridique de Human Rights Watch et porte-parole de cette organisation de défense des droits de l'homme. Monsieur Brody, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous surnomme le chasseur, le dictateur. Pourquoi? Bon, parce que depuis un moment, je travaille avec les victimes dans plusieurs cas. Ça a commencé avec l'affaire Augusto Pinochet, l'ancien dictateur du Chili qui a été arrêté à Londres. Et Human Rights Watch s'est constitué dans le dossier de Pinochet. On a travaillé à ce que les chambres des lords britanniques confirment son arrestation et le juge apte pour l'extradition. Et à ce moment-là, nous avons réalisé qu'on avait en fait un instrument, la justice internationale, pour aider les victimes à traduire en justice les anciens tyrans et tortionnaires qui paraissaient hors de l'atteinte de la justice. Et à ce moment-là, il y a beaucoup, de partout dans le monde, d'Amérique latine, de l'Afrique, de l'Asie, même des États-Unis, les gens sont venus vers nous pour qu'on les aide en fait à traduire en justice ceux qui avaient torturé. Et à partir de ce moment-là, je me suis investi dans beaucoup de cas. Au Guatemala, avec le cas Rios Montt, en Haïti, le cas de Jean-Claude Duvalier. Aux États-Unis, Human Rights Watch a demandé que des poursuites soient ouvertes contre George Bush. Et j'ai écrit un livre, Faut-il juger George Bush? Et bon, je suis là au Sénégal, évidemment, dans le cadre de l'affaire Hissène-Habré, où depuis 1998, depuis le moment où Pinochet était à Londres, je travaille avec les victimes tchadiennes de Hissène-Habré pour les aider à trouver la justice. Oui, Hissène-Habré a été arrêté. En ce moment, il est en détention préventive. Est-ce que c'est un combat réussi par Human Rights Watch? Pas seulement par Human Rights Watch, ça fait 23 ans que les victimes de Hissène-Habré se battent avec ténacité, avec persévérance. Elles n'ont jamais perdu l'espoir que Hissène-Habré sera un jour jugé. Mais pendant 2 décennies, au lieu de goûter à la justice, elles se sont vues infliger ce que l'archevêque Desmond Tutu a appelé une interminable feuilleton politico-judiciaire. Et ce n'était que l'année passée, en 2012, qu'il y a eu 2 événements qui sont venus changer la donne. D'abord, il y avait une décision de la Cour internationale de justice à La Haye, donc l'organe principal juridique des Nations Unies, qui a décidé à l'unanimité de 15 juges que le Sénégal avait l'obligation soit de juger, soit d'extrader Hissène-Habré sans autre délai, ils ont dit. Mais le deuxième événement, c'était peut-être plus intéressant, c'était l'élection de Macky Sall, qui a, lui, pris l'option de juger au lieu d'extrader. Et comme, en fait, les victimes et ceux qui travaillent avec les victimes ont toujours préconisé qu'ils soient jugés en Afrique, qu'ils soient jugés au Sénégal, pour nous, c'était le bon choix. Et donc, depuis son élection, le gouvernement de Macky Sall a pris contact avec l'Union africaine et en février de cette année, se sont inaugurées les chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises pour poursuivre les crimes internationaux commis pendant le gouvernement de Hissène-Habré au Tchad. Donc c'est une réussite, je dirais, pour Human Rights Watch, mais pour les victimes, et je dirais que c'est une réussite pour l'Afrique. Parce que avec cette affaire, le Sénégal s'offre l'occasion de montrer que l'Afrique est capable de juger des crimes commis contre les victimes africaines. Vous savez qu'il y a beaucoup de leaders africains qui se plaignent que la CPI ne traîne que des Africains. Et c'est vrai qu'il y a un double standard, il ne faut pas le nier. Mais en même temps, l'Afrique ne s'est pas montrée capable de juger ces crimes. Et avec l'affaire Hissène-Habré, l'Union africaine et le Sénégal s'offrent cette possibilité de montrer qu'un tribunal africain peut rendre justice pour les victimes africaines pour des crimes commis en Afrique. Mais les avocats de Hissène-Habré dénoncent ce qu'ils appellent
la chose déjà jugée, parce qu'il dit qu'Hissène Habré en 1982, quand Abdoulaye Wade était là, il y a eu la Cour suprême du Sénégal qui a dit que le Sénégal n'est pas compétent pour juger Hissène Habré. Aujourd'hui, qu'on l'amène devant la justice, pour eux, on fait une sorte de loi, de rétroactivité des lois. C'est ce qu'ils dénoncent. Bon, il faut voir que, d'abord, c'est vrai que chaque fois qu'un juge d'instruction est face au dossier Hissène Habré, il inculpe. En 2000, le doyen des juges d'instruction Demba Kandji, ici au Sénégal, a eu le dossier, il a inculpé Habré. En 2005, le juge belge qui a eu à traiter le dossier Hissène Habré, il a inculpé. De nouveau, mais contrairement à ce que disent les avocats d'Hissène Habré, il n'a jamais été jugé. Jugé, ça veut dire qu'il y a des témoins, qu'il y a une juridiction qui disent vous êtes acquitté ou vous êtes coupable. Quand une juridiction dit non, ce n'est pas notre juridiction, il faut aller là-bas, ce n'est pas la chose jugée, ce n'est pas ce qu'on appelle le non bis idem. On ne peut pas juger deux fois la même chose. Hissène Habré, sur le fond, il n'a jamais été ni condamné, ni acquitté. Cette fois-ci, la troisième fois donc que les juges d'instruction, maintenant il s'agit d'une commission d'instruction des chambres africaines, donc c'est la troisième fois que Hissène Habré est face à un juge d'instruction et c'est la troisième fois qu'il est inculpé. Parce qu'il faut dire que le dossier est très solide. Dans ce dossier, il y a quand même, évidemment, il y a des centaines de témoignages des victimes, mais en plus, il y a les documents de sa police politique, le DDS. Nous avons tout à fait par chance, par hasard, rencontré dans un bâtiment abandonné à Djamena des milliers de documents de sa police politique, des listes journalières de personnes qui sont mortes en détention, des rapports d'espionnage. Maintenant, tous ces documents sont sur des CD-ROM, on peut taper le nom d'une victime ou même d'un tortionnaire et trouver tous les documents concernant cette personne. Donc, il y a un dossier des témoignages des victimes, il y a un dossier des documents, il y a aussi des personnes qui étaient autour de Hissène Habré, les anciens membres de la DDS qui ont témoigné. Donc, il y a un dossier très solide. Mais justement, c'est sur ce point que les avocats d'Hissène Habré disent que vous faites une traque contre Hissène Habré, mais qu'il y a eu des gens avec qui il a travaillé, dont l'actuel président, Idriss Déby, qui était quand même un de ces hommes dans le cadre du travail qu'il faisait au Tchad, et que lui, il n'est pas poursuivi. Hissène Habré, tout montre que Hissène Habré était le premier responsable. C'était Hissène Habré, le chef de l'État, le chef du parti unique, le commandant des armées. C'est Hissène Habré qui a mis sous son propre autorité la DDS. Il n'a mis à la tête de la DDS, qui était vraiment la machine à répression, que des gens de son petite sous-ethnie des Goran. Maintenant, il est évident qu'il n'a pas agi seul. Vous parlez d'Idriss Déby. Idriss Déby était le commandant en chef des forces armées dans le sud du Tchad, dans une période particulièrement meurtrière au Tchad. On l'appelle d'ailleurs Septembre Noir. Donc, Idriss Déby, il a sa part de responsabilité. Et pourquoi il n'est pas poursuivi? Écoutez, il y a beaucoup de personnes qui ont des responsabilités. Idriss Déby, il faut le dire, en 84, il y a eu une perte de confiance, 85, pardon, avec Hissène Habré, il était renvoyé à Paris, il est revenu comme conseil. Il n'était jamais ni le numéro 2, ni le numéro 5, ni peut-être le numéro 10 du régime. Maintenant, les chambres ont inculpé d'autres acteurs de la DDS. Idriss Déby, il a sa part de responsabilité, mais quand même, il faut garder les proportions. Il était à tout moment subordonné d'Hissène Habré et sa responsabilité ne couvre qu'une partie du gouvernement. Maintenant, mais les avocats d'Habré dénoncent en disant que vous, le Human Rights Watch, que vous êtes avec Idriss Déby, il vous soutient financièrement et qu'aujourd'hui, Idriss Déby aujourd'hui participe au financement du procès. Il ne peut pas comprendre qu'Idriss Déby aujourd'hui, qui était avec Hissène Habré, puisse financer un procès qui juge son principal ennemi. Écoutez, d'abord, Idriss Déby ne finance pas Human Rights Watch. Human Rights Watch ne reçoit que des dons privés, ni de la Suède, ni des États-Unis, ni du Tchad.
ni des chambres, ni de l'Union européenne. Human Rights Watch n'accepte pas de fonds publics de qui que ce soit. Cette affaire, et je suis bien placé pour le savoir, c'est les victimes qui l'ont intentée. Je vous ai raconté l'histoire de Pinochet, c'est à ce moment-là que Delphine Giraïb, le président de l'association tchadienne pour la promotion des droits de l'homme, qui a procédé dans ce poste, Jacqueline Moudena, est venue vers nous pour nous dire, écoutez, nous avons notre Pinochet à nous, est-ce que vous ne pouvez pas aider les victimes à le poursuivre? Bon, ça c'était en 1998. Depuis ce moment, on travaille avec les associations tchadiennes, avec les victimes. Le gouvernement tchadien ne s'est jamais manifesté. Je reconnais qu'à des moments importants dans le dossier, le gouvernement tchadien a accepté, par exemple, quand le juge belge a demandé au Tchad s'il réclamait l'immunité d'Hissène Habré, le gouvernement tchadien a dit non. Quand le juge belge a voulu enquêter au Tchad, le gouvernement tchadien a accepté. Mais sinon, le gouvernement tchadien ne s'est jamais manifesté. C'est maintenant que l'affaire réussit, que le travail, le sueur, la ténacité des victimes, des Jacqueline Moudena, etc., commence à payer, que le gouvernement essaie de récupérer le dossier. Mais ça nous ne regarde pas. Maintenant, vous parlez de financement. Le Tchad, il est vrai, c'est le principal bailleur, mais ils sont minoritaires. Les Européens donnent plus que le Tchad. L'Union africaine contribue. Les États-Unis d'Obama donnent $1 million. Donc, on peut dire que c'est un tribunal européen, on peut dire que c'est un tribunal africain. Mais le Tchad a quand même décrété une journée fériée et payée, chômée et payée, pour fêter l'arrestation de Hissène Habré. Aujourd'hui, certains dans l'opinion estiment que Idriss Déby est le principal adversaire de Hissène Habré, que dans ce procès-là qu'il est financé, ça pose problème. Écoutez, moi je suis d'accord avec vous que ça sent mal. Mais mettez-vous dans la place d'un Tchadien. On dit depuis toujours qu'il n'y a pas de famille au Tchad qui n'a pas perdu quelqu'un dans le règne d'Hissène Habré. Donc, quoi de plus normal que les Tchadiens jubilent, se félicitent de l'arrestation de Hissène Habré. Le gouvernement tchadien. Le peuple aussi. Maintenant, je suis d'accord avec vous, le pouvoir récupère. Moi, je regarde la télévision tchadienne tous les soirs. C'est le MPS d'Idriss Déby qui défile. On ne voit pas les victimes, on ne voit pas les Jacqueline Moudena. C'est le gouvernement qui essaie de récupérer cela. Mais ça ne les regarde pas. Ça ne regarde pas les victimes ou le tribunal ici. Les juges ici sont des juges sénégalais et africains. Je crois que le Sénégal s'honore par l'indépendance de sa justice. Alors, est-ce que c'est le fait que parmi les donateurs, il y a le Tchad qui fait que les juges sénégalais et africains qui sont nommés à ce tribunal ne font pas leur travail? Jusqu'aux preuves de contraire, je ne crois pas. Oui, il y a aussi la mise en place de chambres extraordinaires africaines. Les gens estiment que c'est calqué sur le modèle cambodgien et que l'Afrique n'a pas pu trouver lui-même ses propres chambres. Je pense que les chambres africaines répondent à une double exigence. D'abord et surtout, la Cour internationale de justice, qui a dit que le Sénégal doit juger ou extrader. Ensuite, il y a une décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui a dit au Sénégal, vous pouvez le juger, mais il faut que vous le jugiez devant un tribunal ad hoc à caractère international. Donc, ils ont été dans l'obligation de le juger, mais de le juger devant un tribunal ad hoc à caractère international, donc les chambres africaines. C'est vrai qu'on a pris le modèle du Cambodge, mais on l'a adapté. Mais justement pour le protéger contre une éventuelle critique de la CEDEAO, parce que la CEDEAO a dit il faut faire comme ils ont fait dans d'autres pays. Donc il a fallu, je me mets dans la tête des auteurs du statut du tribunal, mais il a fallu donc trouver quelque chose qui satisfaisait et à la Cour internationale de justice ici et à la CEDEAO. Oui, mais les avocats de Habré ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO. C'est le 19 prochain que la Cour devait statuer par rapport à cette affaire. Ils ne comprennent pas la précipitation d'amener Habré en prison alors que la procédure est pendante devant la justice. Bon, d'abord, il faut savoir que une saisine de la CEDEAO n'est pas suspensive, d'abord.
Deuxièmement, la CEDEAO, je dirais, n'a même pas compétence ici. Parce que la Cour internationale de justice, qui est, je répète, l'organe principal des Nations unies, dont les décisions sont exécutoires par tous les États membres, a dit dans sa décision que la décision précédente de la CEDEAO n'altère en rien, comment ils disent, que les obligations du Sénégal qui découlent de la Convention contre la torture ne sont pas altérées par la décision de la CEDEAO. La Charte des Nations unies, l'article 103, est très clair. Quand il y a une divergence entre les obligations émanantes de la Charte et les obligations émanantes d'une autre obligation qui serait là de la CEDEAO, c'est les obligations de la Charte des Nations unies qui dominent. Donc la CEDEAO, maintenant que la Cour internationale de justice a dit que le Sénégal a ses obligations, quoi que dise la CEDEAO ne peut pas dire que non, nous sommes supérieurs à la Cour internationale de justice. En plus, la CEDEAO n'a pas compétence sur l'Union africaine. Le tribunal qui a été mis en place ici, c'est un tribunal voté par les chefs d'État de l'Union africaine qui ont demandé au Sénégal de juger Hissène Habré au nom de l'Afrique. Donc, l'Union africaine... Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence où, au moment où les chefs d'État demandent que Hissène Habré soit jugé, que la CPI demande que Omar el-Béchir soit condamné, qu'il connaisse promener tranquillement, personne ne fait rien contre lui? Mais je pense que justement, l'Union africaine a compris qu'on ne peut pas en même temps dire laissez-nous faire notre travail et ne rien faire dans l'affaire Hissène Habré. Donc l'affaire Hissène Habré, c'était en quelque sorte un point d'honneur pour l'Union africaine. On dit voilà, nous, on va vous montrer qu'on peut juger les nôtres, chez nous. Et donc je pense que je déplore. Hein, et Omar el-Béchir, qui est condamné par la CPI, qui est demandé, réclamé, accusé par la CPI. Il y a Uhuru Kenyatta aussi en même temps, son vice-président. Moi, je déplore l'attitude de l'Union africaine dans cette affaire. Je pense que s'il est vrai, comme j'ai dit, qu'il y a un double standard dans la justice internationale, c'est quand même un argument qui est utilisé par ceux qui veulent défendre l'indéfendable pour dire oh, comme vous ne jugez pas les Israéliens, comme vous ne jugez pas les Américains, vous ne pouvez pas nous juger non plus. Moi, je crois que l'idée de la justice internationale est fragilisée quand les États-Unis ne jugent pas George Bush. C'est fragilisé quand les bombardements à Gaza ne sont pas mis devant la justice. Mais ce ne veut pas dire qu'on laisse à l'abri ceux qui ont commis des crimes au Darfour. Mais est-ce que ce n'est pas là la faiblesse de votre combat? Au moment où George Bush a été, vous-même vous l'avez écrit, qu'il doit juger ce qui s'est passé à Abu Ghraib, ce qui s'est passé en Irak aussi, ce qui s'est passé au Guantanamo. Aujourd'hui, les prisonniers sont brutalisés, sont forcés même pour se nourrir, leurs droits sont violés, ils ne sont pas jugés. Mais on prend des petits chefs d'État africains qu'on amène devant les tribunaux pour les juger. Écoutez, ces doubles standards, on le déplore. Mais ni un moment, moi je travaille depuis 13 ans avec les victimes tchadiennes. Il n'y a pas une fois qu'une victime tchadienne m'a dit, écoutez, on ne veut pas que Hissène Habré soit jugé jusqu'à ce que George Bush soit jugé. Il y a l'opinion africaine qui dit qu'aujourd'hui il y a une chasse contre les chefs d'État africains. Je pense que la vraie difficulté, écoutez, ce n'est pas seulement les Africains qui sont jugés. Milosevic. La plupart. Non, même pas. La CPI, vous êtes d'accord? La CPI, il y a plus d'Africains là-bas qu'ailleurs. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais quand même, il y a eu un tribunal en place qui juge en ce moment Karadzic, Mladic de la Yougoslavie. Il y a en Amérique latine, il faut voir en Amérique latine, dans les dernières années, le Chili, l'Argentine, le Pérou, l'Uruguay et le Guatemala ont jugé les anciens chefs d'État. Donc, il n'y avait pas besoin que la justice internationale vienne parce que ces pays l'ont fait. Ici, c'est ce qu'on fait avec l'affaire Hissène Habré. On dit, voilà, nous, on est capable. Quand il y a des crimes commis, notre justice est capable de se saisir de l'affaire. Et ça, c'est la finalité de tout le monde. Moi, je déplore, comme vous,
cette double standard. Nous, on travaille contre ce double standard. Nous, on demande que George Bush soit amené devant la justice, que Donald Rumsfeld, que Dick Cheney, que George Tenet. Moi, comme vous dites, j'ai écrit le livre qui le demande. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas juger George Bush qu'on va laisser les victimes tchadiennes dans leur soif de justice. Mais est-ce que ce n'est pas un combat vain, là où les Américains n'ont pas signé le traité de Rome sur certains textes et qu'ils peuvent faire la guerre comme ils veulent, ils regentent le monde. Leurs militaires ne sont même pas jugés. On dit que c'est un combat vain, mais on disait aussi de l'affaire Isnabre que c'était je vous assure que pendant 13 ans, pendant les 15 ans que je travaille sur cette affaire, on me dit oh, il ne va jamais être jugé, vous ne comprenez pas, les chefs d'État vont le protéger. L'année passée, George Bush a annulé quand même un voyage en Suisse. Pourquoi? Parce qu'il y avait des plaintes déposées contre lui à la veille de son arrivée. C'est peut-être pas demain. Pinochet, on avait déposé des plaintes en Espagne en espérant qu'on disait oui, vous faites ça, mais ça ne va pas arriver. Cette affaire, ici, Issenabre a été inspirée par l'affaire Pinochet. Et nous, ce qu'on veut, c'est que cette affaire Issenabre inspire d'autres, que ceux de la Gambie, que ceux du Zimbabwe, que ceux de Guantanamo, que ceux de l'Irak soient inspirés par cette affaire et voient qu'avec ténacité, avec persévérance, des personnes de la société civile, les victimes, les ONG, peuvent traduire en justice un dictateur. Beaucoup estiment qu'il y a deux poids, deux mesures dans la justice internationale, qu'il y a des chefs d'État qui, parce qu'ils sont dans des puissances qui sont très fortes, commettent des crimes pendant leur mandat, ne sont jamais jugés. Mais c'est clair, hein. Il y a George Bush, je pense que c'est l'exemple le plus patent. Ce que les Russes ont fait en Tchétchénie, ce que les Chinois font au Tibet, ce qui se passe au Gaza, c'est clair. Mais je pense que ce n'est pas une raison pour dénier la justice à ceux qui le cherchent. Les victimes tchadiennes, faut se rappeler que Issenabre est accusé de milliers d'assassinats politiques, de tortures systématiques. Je parlais des documents de la DDS. Rien que dans ces documents, il y a les noms de 1208 personnes assassinées ou décédées en détention. Plus de 12 000 personnes arrêtées arbitrairement ou torturées. Plus de 840 documents qui allaient directement à Issenabre sur le sort des prisonniers. Donc, c'est des crimes qui ne peuvent pas rester impunis quand les victimes ont cette soif de justice et qui travaillent depuis 23 ans pour trouver un tribunal. À travers le monde, il y a des présidents qui sont en exercice, qui commettent pratiquement quotidiennement des crimes ou bien qui violent les droits de la population. Est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui, avec ces présidents qui sont en exercice, de poser le débat, comme ça se passe à côté de chez nous en Gambie? On le pose. À Human Rights Watch, je dirais que en ce moment, c'est la Syrie qui nous occupe le plus, où des crimes se commettent tous les jours. On travaille à Guantanamo. Nous, je pense que c'est quand on parle de la lutte pour la justice, il faut voir les prisonniers de Guantanamo qui sont là depuis 10-11 ans et qui ont dû entamer une grève de faim pour avoir le droit à la justice. Mais je crois que dans cette affaire de Issenabre, le Sénégal s'honore en offrant la justice. Il donne l'exemple. Même pour les États-Unis, le Sénégal fait ce que les États-Unis n'ont pas fait, ce que beaucoup d'autres pays n'ont pas fait. Le Sénégal devient un leader mondial pour la justice internationale. Est-ce que le Sénégal est capable de gérer ce procès? Ce n'est pas un procès simple. Issenabre, c'est un ancien chef d'État, ancien chef de guerre, qui a beaucoup de moyens financiers, qui l'a amené avec lui ici au Sénégal. Il faut avoir des résistances dans la société sénégalaise. Mais c'est clair, vous dites, comme vous dites, Issenabre a vidé le trésor. On ne sait pas combien il a pris. On sait que rien que dans les derniers jours quand Djamena tombé, il a réuni ses banquiers centraux. Il leur a dit « J'ai besoin de l'argent pour acheter des armes pour défendre Djamena ». Il leur a donné tout ce qui restait dans le trésor public pour soi-disant acheter les armes. Issenabre, il a pris cet argent, il est venu au Sénégal.
La commission d'enquête au Tchad a même les chèques signés qui montrent des milliards et des milliards que Hissène Habré a pris du peuple tchadien et qu'il a investi, comme vous dites, ici au Sénégal. Mais je crois que le Sénégal a des institutions fortes. Le Sénégal a un pouvoir judiciaire indépendant. Il y a une volonté politique ici au Sénégal. Je pense que le dossier, c'est complexe, hein? Enquêter et prouver des crimes commis il y a 30 ans, 25 ans, 30 ans dans un pays lointain est très difficile. Heureusement, il y a beaucoup de preuves. Il y a les documents même de la police politique. Il y a ceux qui étaient autour d'Hissène Habré. Il y a les victimes qui parlent. C'est difficile, par exemple, d'aller dans les zones de guerre vers la frontière avec la Libye ou le Soudan et reconstituer ce qui s'était passé il y a 30 ans. Mais dans les prisons où tout était noté, où on a des listes journalières des prisonniers. Moi, je vous donne quelques exemples. Là, par exemple, des listes des personnes qui sont décédées chaque jour en détention. On a des milliers de documents comme ça, avec les noms, et il y a un document ici où on raconte que c'est en le contraignant de dire certaines vérités que l'intéressé a trouvé la mort. Il y a d'autres documents qui expliquent comment les gens meurent en prison. Chaque jour, il y avait une liste des personnes qui entraient en prison et qui meuraient. Donc, heureusement, il y a beaucoup de preuves qui permettraient un procès équitable. Hissène Habré est venu avec beaucoup d'argent au Sénégal. Il vit dans ce pays depuis plus de 22 ans. Et il a des liens et des soutiens très forts dans les familles religieuses. Est-ce que ce n'est pas un risque pour le Sénégal d'organiser un procès comme ça? Oui, je pense que c'est un honneur pour le Sénégal. Un procès et c'est pour ça qu'il faut que ce procès soit exemplaire. Il ne faut pas qu'il y ait un procès où à la fin on puisse dire « Ah, il a été condamné parce que Idriss Déby voulait qu'il soit condamné » ou parce que le pouvoir voulait qu'il soit condamné. Il faut qu'il y ait un procès où les meilleures preuves sont présentées, où la défense a toute la liberté de présenter ses arguments à décharge. Et c'est là où je rejoins les avocats d'Hissène Habré, où les enquêteurs à décharge peuvent aller dans le Tchad d'Idriss Déby et enquêter librement. Mais justement, c'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'il y a un accord de coopération judiciaire entre le Tchad et le Sénégal, même s'il n'y a pas un accord encore d'extradition entre le Sénégal et le Tchad. Mais eux, les enquêteurs sénégalais, ceux qui sont du côté de Hissène Habré, qui ne peuvent pas aller travailler de façon plus libre au Tchad pour faire le travail d'investigation. C'est ce qu'ils ont dit. Oui. Et j'en appelle au gouvernement tchadien de montrer le contraire, d'ouvrir le Tchad, pas seulement à ceux qui enquêtent. Bon, le procureur est déjà allé, maintenant les juges d'instruction vont aller. Le travail d'un juge d'instruction, c'est pour enquêter à charge et à décharge. Et les avocats d'Habré. Et les avocats d'Habré aussi. Parce qu'ils demandent d'aller au Tchad pour faire le travail. Je pense qu'ils ont tout le droit. Donc il faudrait que ce soit un procès modèle, que le Sénégalais, l'Africain, le Tchadien puissent dire « Ah, voilà la justice. C'est un homme qui était un chef d'État, il est accusé d'avoir commis des crimes, les preuves sont présentées, les documents sont présentés, les victimes se présentent, ceux qui étaient autour de lui se présentent, et nous, on accepte la décision parce qu'on voit que cette décision est fondée. C'est ça qu'on veut ici. 3 agents de l'ex-DDS d'Hissène Habré ont été arrêtés récemment au Tchad, mais il n'y a pas d'accord d'extradition entre le Tchad et le Sénégal. Comment ces gens-là pourraient venir participer à un procès auquel ils sont accusés? Oui, je pense qu'il faudrait justement réviser cet accord de coopération pour permettre le transfert, comme ils font avec les tribunaux internationaux. Parce que le Tchad n'extrait pas ses nationaux, comme le Sénégal. Mais avec les tribunaux internationaux, on a trouvé le moyen, c'est de dire qu'ils ne sont pas extradés, ils sont remis à un tribunal international. Donc il faudrait que l'accord soit révisé. Parce qu'il n'y a pas que ces 3 aussi. Vous savez que les victimes ont déposé plainte ici au Sénégal contre Hissène Habré, mais ils ont aussi déposé plainte contre les sbires de Hissène Habré qui sont toujours dans les différents postes. D'ailleurs, l'avocate tchadienne Jacqueline Moudena a failli se faire assassiner par un des hommes de main de Hissène Habré
qui était revenu, qui était recyclé comme chef de police et qui a fait lancer une grenade contre elle. Donc, mais c'est maintenant, et c'est ce sur quoi on a toujours misé, c'était qu'avec l'approche d'un procès de Hissène Habré au Sénégal, que le gouvernement tchadien se sentirait sous la pression de faire quelque chose avec les complices d'Hissène Habré qui sont au Tchad. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit. Depuis un mois, maintenant depuis 2 mois, je pense qu'il y a 13 anciens agents ou directeurs de la DDS, ou directeurs, sous-directeurs de la DDS, qui sont finalement arrêtés au Tchad pour les tortures qu'ils sont accusés d'avoir commis. La rivalité entre Hissène Habré et Déby est très très prégnante. Est-ce qu'aujourd'hui un procès d'Habré au Sénégal ne risque pas de déstabiliser encore le Tchad, de remettre dans une situation de trouble? Moi, je crois que ce procès a toutes les possibilités de réconcilier les Tchadiens. Comment? Vous savez que une des grandes batailles pour nous dans ce procès, c'est de le faire accessible au peuple tchadien. Parce que le procès sera ici à Dakar, mais les principaux intéressés, ceux qui se sont manifestés avec joie, ceux qui sont chez eux, ils sont au Tchad. Je parle tous les jours avec les victimes qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, dans l'accord de coopération, les 2 pays s'engagent. Le Sénégal a enregistré le procès et le Tchad a le diffusé. Moi, mon rêve pour ce procès, c'est de voir les victimes qui sont les architectes ici. Parce que ça, c'est aussi une grande différence entre ce procès et les procès à La Haye. Ce n'est pas un procureur international ou un diplomate qui a entamé ce procès. C'est les victimes qui sont les architectes. C'est les victimes, c'est les braves militants comme Jacqueline Moudena. Et qui seront au procès avec le procureur, avec les avocats de la défense. Moi, je voudrais voir Jacqueline Moudena qu'elle interroge Hissène Habré. Et que les Tchadiens qui sont regroupés autour des postes de radio, autour des écrans, voir qu'une femme qui porte en elle toujours les fragments de grenades lancés contre elle peut traduire en justice un ancien dictateur. Quelle puissante idée pour la société civile tchadienne et africaine. Quelle puissante idée pour les Gambiens, pour les Zimbabwéens. L'idée qu'avec persévérance, une femme digne peut traduire en justice quelqu'un qui a ravagé son pays. Je pense que c'est une idée très forte que la Cour pénale internationale n'aurait jamais. Mais qu'est-ce que l'éventualité d'un procès de Hissène Habré pourrait changer dans la façon dont les présidents, de façon globale, gèrent leur pays, surtout en Afrique? On parle d'Idriss Déby. Moi, vous dites que Idriss Déby est derrière ce procès. Moi, je vous dis qu'Idriss Déby, il se méfie beaucoup de ce procès pour les raisons justement pour les débats qu'on est en train de livrer. Si les militants tchadiens se sont tellement investis dans la poursuite d'un dictateur qui est déchu depuis 23 ans, pourquoi? C'est de l'histoire. Non, c'est le présent. Parce qu'ils veulent un procès de plus jamais ça. Ils veulent un avertissement à ceux qui est pouvoir aujourd'hui, qu'il y a des limites. Vous faites ça, vous serez poursuivis. Et donc, je pense que ce procès est un exemple que les dictateurs ne seront jamais à l'abri de leurs victimes. Et c'est un avertissement à Idriss Déby que s'il commet, parce que le Tchad, aujourd'hui, ce n'est pas un exemple de démocratie quand même. Il y a des violations aujourd'hui au Tchad. Pas comme Hissène Habré. On ne peut pas parler des milliers de morts. Ici, au Tchad d'aujourd'hui, il y a des activistes comme Jacqueline Moudena, il y a des organisations des droits de l'homme, il y a une presse d'opposition. Mais en même temps, les gens se font disparaître. Human Rights Watch a fait le premier rapport en 2008 quand les opposants ont été disparus, Ibn Omar Saleh et les autres. C'est Human Rights Watch qui a fait le rapport qui a mis en cause le gouvernement d'Idriss Déby. Donc, c'est mi-chemin, disons. Mais justement, la réussite d'un procès de Hissène Habré, est-ce que ça ne peut pas avoir l'effet inverse? De faire que les présidents qui sont en place s'accrochent au pouvoir, ne quittent pas, qu'ils veuillent mourir au pouvoir. Ce n'est pas le procès d'Hissène Habré qui le fait s'accrocher au pouvoir, Idriss Déby. Il s'est accroché depuis 20 ans.
Mais s'ils ont le résultat de ce procès, certains peuvent être appelés à rester au pouvoir pour ne pas être jugés un jour. Donc on accepte donc que les criminels font ce qu'ils veulent parce que... C'est une question que je pose. Non, je crois que, vous savez, on disait avant que vous tuez une personne, on vous met en prison. Vous tuez 10 personnes, 40 personnes, on vous met dans un asile psychiatrique. Vous tuez 40 000 personnes, on vous invite à une conférence de paix. Bon. Avec ce genre, on n'avance jamais. Donc il faut qu'on donne l'exemple. Il faut que, comme Slobodan Milosevic, comme Charles Taylor, que la justice avance et qu'on donne la leçon à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est les populations qui sont à côté du Sénégal, en Gambie, qui vivent pratiquement les mêmes choses que ceux tchadiennes. Qu'est-ce que vous faites pour elles? Mais je pense qu'on dénonce les violations. Je pense que ce qui se passe en Gambie n'est pas acceptable. Mais je pense justement que les militants gambiens regardent ce procès avec les yeux fixés sur ce procès. Quand Hissène Habré a été arrêté pour la première fois en Sénégal par le doyen des juges d'instruction en 2000, c'était de partout en Afrique, on a reçu des emails, des lettres, bravo, du Rwanda, du Kenya, de partout. Je pense que c'est une inspiration. Vous savez, quand Pinochet a été arrêté, j'ai dit fameusement, que c'était une sonnette d'alarme pour les tyrans. Bon, j'y crois pas. Mais ce qu'il a été, c'était une semence d'espoir pour les victimes. Et c'est les victimes à travers le monde qui ont dit, mais écoute, regardez ce qu'ils ont fait avec Pinochet. Nous, on peut faire ça aussi. Et je pense que c'est ça le pouvoir d'un procès comme ça. C'est de montrer justement que c'est pas nécessaire que les Nations Unies... Non, vous, moi, lui, on peut dire non. On peut aller devant la justice. Et quand on dit non, on insiste. Et quand on dit non encore, on insiste. Ces victimes qui travaillent avec acharnement depuis 23 ans, je pense que c'est un exemple pour l'Afrique. Hissène Habré qui sera jugé au Sénégal, à côté au Mali, il y a eu la guerre qui s'est déroulée au Mali. Beaucoup de gens se posent où sont les défenseurs des droits de l'homme. C'est une guerre sans prisonniers au Mali. Les droits de l'homme sont au Mali. Mes collègues sont là en ce moment. Je ne connais pas, je ne suis pas expert. On n'entend jamais de prisonniers dans cette guerre au Mali. Je ne suis pas expert du Mali. Je ne vais pas pouvoir parler en connaissance de cause. Mais sur le principe. Mais sur le principe, évidemment, il faut que toutes les violations soient mises sur la place publique. Je pense que ce qui arrive au Mali, c'est aussi le fruit des années de mauvaise gouvernance, de négligence des gens du Nord. Je pense qu'il faut construire des institutions fortes dans des démocraties fortes. Oui. Côté du Mali, il y a aussi le Burkina Faso avec Blaise Compaoré qui tient son pays d'une main de fer, où pratiquement la liberté d'expression est brimée. Mais là aussi, les droits de l'homme, on les entend peu. Je pense que vous n'avez pas raison. Je pense que, évidemment, on parle plus là où il y a des meurtres, là où il y a des milliers d'assassinats. Il y a des morts en silence aussi. Il y a des morts en silence. Quand un journaliste est assassiné, quand un journaliste est bâillonné, les droits de l'homme parlent. Mais je pense qu'on atteint rarement le degré des milliers de morts comme on a vu avec Hissène Habré. Je pense qu'il y a Mengistu, il y a l'Irak, il y a un poignet de pays qui arrivent. D'ailleurs, le Tchad, avant et après Hissène Habré, c'était pas non plus la fête. Mais il n'y avait jamais une période au Tchad aussi meurtrière, aussi fermée que les années Hissène Habré. Une seule mort, c'est trop. C'est clair. Dans n'importe quel pays au monde. Évident. C'est évident. Moi, je suis avocat, je me bats pour une personne. Je me bats pour 2 personnes. Là, on se bat pour des dizaines de milliers. Est-ce que vous avez espoir que le procès de Hissène Habré sera abouti au Sénégal, qu'il y aura un résultat? Oh, je crois. Moi, j'ai confiance. On y travaille. Évidemment, il ne faut pas baisser les bras. En ce moment, même, les victimes tchadiennes sont au cabinet d'instruction. Ils livrent leur témoignage. Mais le chemin est encore long. Les juges d'instruction doivent se rendre au Tchad. Ils doivent enquêter à charge, à décharge. Le procès
Mais je pense que Il peut prendre beaucoup de temps, le procès. Ça peut prendre 2 beaucoup ans, de temps. 3 ans, 4 ans. Bon, je pense quand même qu'on a appris la leçon. Vous savez qu'avec le procès Milosevic à La Haye, Milosevic, il est mort dans le 3e année de son procès, or qu'il restait des années. Alors là, on a appris quelque chose de très important. On ne peut pas prétendre, ni pour Hissène Habré, de juger les 40 000 morts. On parle de 40 000 morts. Hein. Nous, on n'a pas constaté 40 000 morts. On parle de 40 000. On ne peut pas faire le procès de 40 000. Il faut choisir les épisodes. Et parmi ces épisodes, il faut identifier des incidents. Par exemple, on en parlait avant, il y a Septembre Noir. Donc il y a la répression dans le sud du Tchad en 83-84. Ensuite, il y a la répression contre l'ethnie Adjaraï en 86 et 87. Donc il y avait un dirigeant Adjaraï qui a été en dissidence, et donc Hissène Habré, il a déchaîné une répression contre toute l'ethnie Adjaraï. On voit dans les documents. Il a mis en place une commission pour arrêter et torturer des Adjaraï. Voilà. Encore en 89, les Agawa. Après que Idriss Déby, Hassan Jamous prennent l'opposition, Idriss Déby regagne le Soudan pour commencer une rébellion, Hissène Habré déchaîne une répression contre les Agawa. Il met les Agawa en prison. De nouveau, il y a une commission pour arrêter les Agawa. Bon, ce sont les grands épisodes de la répression. Donc, pour chaque épisode, il faut prendre pas tous les massacres, pas tous les morts, mais des exemples. Par exemple, en 90, août 90, pour la première fois, des anciens dignitaires du régime de Hissène Habré commençaient à distribuer des tracts. L'ancien maire de Sarre, la 3e ville, l'ancien chef de cabinet de Hissène Habré, ils commencent à distribuer des tracts contre Habré. Habré, il en devient fou. Il demande l'arrestation de ces gens. Alors, il y a des personnes autour d'Hissène Habré qui racontent que c'est Hissène Habré qui a donné l'ordre d'arrêter un tel. Tous ces témoins sont vivants? Pas tous, évidemment. Ça, c'est le drame de cette affaire. Beaucoup de victimes sont morts en cours de route. Moi, je peux vous dire, les gens qui étaient ici à Dakar en 2000, Samuel Togoto, Sabadé Totodé, Ismaël Hachim, ils sont morts. Mais je continue. Donc, Hissène Habré, il demande l'arrestation de ces gens. On a les documents de la DDS qui disent « Monsieur Habré, Monsieur le Président, Gali Ngot a été arrêté. Monsieur le Président, un tel a été arrêté. » Plusieurs de ces personnes qui étaient des amis, enfin des anciens compagnons d'Hissène Habré qui le connaissaient, ont été torturés or que Hissène Habré était de l'autre bout d'un talkie-walkie. Ils reconnaissaient le voix de leur maître, de l'ancien président. On a les documents. Personne de ces gens-là est mort en détention. Donc tous ont survécu, pas tous jusqu'à aujourd'hui, mais plusieurs sont survécus. Il y a un qui est en ce moment en cabinet d'instruction. Donc cet incident, un incident parmi d'autres, mais particulièrement bien documenté. Pour prouver la responsabilité de Hissène Habré dans cet incident en particulier, on n'a pas besoin des mois et des mois. On a besoin des documents, les personnes qui étaient autour d'Hissène Habré et les victimes qui ont entendu la voix d'Hissène Habré. Donc on choisit une quinzaine, une vingtaine d'incidents comme ça, on fait un procès, on donne les preuves, Hissène Habré il produit ses preuves à décharge, et on peut donc avoir un procès qui, si on voulait faire tout le procès, qui durerait des années et des années, on peut le faire. Bon, le calendrier, le budget, c'est un procès, je crois, de 5 mois. Voilà. Monsieur Reed Brody, merci d'avoir été avec nous dans la question directe. Je rappelle que nous parlions avec vous de l'affaire Hissène Habré, que vous êtes avocat, juriste, porte-parole de l'ONG Human Rights Watch, qui aujourd'hui travaille pour défendre les droits de l'homme dans le monde. Et vous êtes au Sénégal aujourd'hui dans le cadre du procès Hissène Habré. Merci, au revoir. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Au revoir.